projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique. Cette fois-ci, c'est la condition des femmes qui nous interpelle et le Cameroun en particulier avec notre invité. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Militante féministe, autrice, lauréate de plusieurs prix internationaux, cette femme de lettres née au nord du Cameroun n'a pas hésité à fuir 2 mariages, dont un forcé, pour vivre de sa passion de l'écriture et défendre les droits des femmes. Jaïde Amadou Amal, prix Goncourt des lycéens 2020 pour son roman Les Impatientes, est notre invitée du jour. J'ai toujours voulu écrire un roman sur les violences faites aux femmes. C'est vrai que j'ai cherché longtemps parce que comment pouvoir parler de toutes les formes de violence en allant sur un seul personnage ou en allant sur un seul texte. Des clubs potagers en pleine expansion à Douala et à Yaoundé pour le plus grand bien des enfants et des parents. Ils veulent tous s'initier à l'agriculture et à l'élevage. Le Club Le Potager, c'est une organisation à but non lucratif qui en réalité aide les enfants à produire ce qu'ils mangent. Femmes et travail au Cameroun, des femmes jonglent formation, création d'entreprises et représentation de leurs concitoyens. Une femme aujourd'hui doit chercher sa part d'argent, chercher l'argent, ne pas rester à la maison. Se reconnecter à la nature autour d'activités d'agriculture et d'élevage, c'est ce que font ces enfants et adolescents qui se retrouvent chaque samedi à Douala. L'objectif, après 2 ans d'interruption à cause de la Covid, c'est pour parents et enfants la découverte de la passion d'entreprendre dans le domaine de l'agriculture. Des activités autrefois habituelles dans les villages avec les grands-parents, mais moins fréquentes aujourd'hui dans les centres urbains africains. Notre journaliste à Douala, Maxime Farel, a suivi les activités du club dans le 3e arrondissement à Douala. Regardez. Il est très tôt ce matin, comme tous les samedis, plusieurs enfants dont les âges sont compris entre 2 et 10 ans tripotent visiblement avec passion la terre. Parmi les activités de la matinée, les adolescents vont se frotter entre autres à la pisciculture en prenant soin des alevins, en arrosant de jeunes pousses de diverses plantes. Un ensemble d'activités mises en place au sein du club Le Potager par les responsables qui pensent pouvoir permettre une reconnexion de ces jeunes vivant dans un cadre urbain à la terre, base de toute activité agricole. Le Club Le Potager, c'est une organisation à but non lucratif qui en réalité aide les enfants à produire ce qu'ils mangent. Voilà, très basiquement, à produire ce qu'ils mangent. Donc ça nous demande de développer les activités autour de l'agriculture, l'élevage et les technologies. Et on montre déjà tout aux enfants. On leur montre comment semer une graine, on leur montre comment l'entretenir, on leur montre comment concevoir un alevin, comment l'élever jusqu'au grossissement. On leur montre tout ça et chacun d'eux suivra le chemin qui le passionne le plus. Et deuxièmement, maintenant, un objectif business. Il faut qu'on ait de plus en plus d'enfants qui entreprennent dans l'agroalimentaire pour que nos pays, le Cameroun et les pays africains, deviennent vraiment indépendants. Inscrite au club depuis le début d'année, la petite Maë Koulpa prend du plaisir à s'activer. Elle a déjà conquis les rudiments de l'agriculture qui est devenue une passion pour elle. Aujourd'hui, on a appris comment faire le marcottage. On a aussi planté du haricot vert et du maïs. On était en train d'arroser. Et on a fait un petit questionnaire sur les mouches soldats noirs. Une initiative qui comble les parents dont les enfants sont membres du club. Pour eux, cela contribue non seulement à reconnecter les enfants avec la terre, mais surtout, cela leur permet de pratiquer une activité qui les change de leur quotidien. C'est une activité un peu différente des autres, en plein air, avec la nature, la terre. Et puis, l'idée de sortir un peu des activités habituelles, la danse, le sport, etc., de reconnecter les enfants avec la nature, avec la terre, qui produit les aliments que nous consommons chaque jour. Les temps avant, on partait au champ avec nos parents, avec nos grands-parents. Aujourd'hui, avec notre nouveau mode de vie, c'est quelque chose qu'on fait très rarement. En gros, le site offre un ensemble d'activités dont la conduite favorise l'épanouissement de ces jeunes gens. Cela incite d'autres parents à faire confiance au club Le Potager et à lui confier leurs enfants. Nous, ici au Club Le Potager, on essaie de faire germer cette fibre entrepreneuriale. Il est important pour nous de déplacer les enfants dans ce genre de cadre pour qu'ils puissent découvrir, pour qu'ils puissent se familiariser avec l'environnement.
Et c'est encore plus beau quand on voit des enfants se divertir en apprenant. J'inviterai les parents à se joindre à nous. Mis sur pied il y a près de 5 ans, le club a fait du chemin depuis. Cela, malgré la survenue de la pandémie de Covid-19 qui a à quelque peu ralenti ses activités. Pour le promoteur, la reprise est positive avec déjà plus de 800 enfants qui prennent part au projet. La majorité étant des élèves d'établissements scolaires des villes de Douala et Yaoundé. Le système éducatif qui prône la compétence. La compétence, c'est-à-dire, nous donnons des connaissances aux enfants. Nous les stimulons pour qu'ils intègrent ces connaissances. Avec leur talent, ils transforment ces connaissances en compétences et ils agissent. C'est cette action que nous visons par la pratique et c'est ce que fait le potager. Aujourd'hui, nous avons fait des croquettes et chaque personne a fait la forme de croquette qu'il voulait et après on a mis au four et on a mis dans les sachets du club potager. Ouvert aux enfants de 4 à 17 ans, le projet Club Le Potager apporte un complément à la formation de la jeunesse camerounaise. Ceci alors que beaucoup demeurent relativement ignorants des réalités du monde agricole. Un paradoxe dans un pays comme le Cameroun où l'agriculture contribue à environ 17% au produit intérieur brut. Elle a été la première africaine finaliste du prix Goncourt en France il y a 3 ans. L'écrivaine camerounaise Djaïli Amadou Amal a puisé dans la condition des femmes auxquelles on demande le jour de leur mariage d'être patientes, l'inspiration de son 3e roman. Elle a confié à Laurence Oustras la genèse de cet ouvrage, Les Impatientes, aujourd'hui couronnées dans le monde entier et même au programme de terminale des lycées camerounais. Djaïli Amadou Amal, bonjour. Votre roman Les Impatientes a reçu le prix Goncourt des lycéens 2020. Ce roman, quelle est sa genèse ? Eh bien, le roman Les Impatientes est un roman qui a été d'abord publié au Cameroun en 2017 sous le titre Mounial, les larmes de la patience. Il a donc obtenu en 2018 le prix de la presse panafricaine au Salon du Livre de Paris, puis le premier prix du roman premier prix Orange du livre en Afrique, donc celui du meilleur roman africain pour cette année-là. Eh bien, à partir de là, c'était parti. Il a intéressé la maison d'édition Emmanuel Colas qui a repris le livre et republié sous le titre Les Impatientes. Ici en France, il est dans la liste du Goncourt. Il finit finaliste du Goncourt, mais également Concours des lycéens 2020. Mais au niveau international, il reçoit plusieurs concours à l'international, donc le concours de la Grèce, de la République tchèque, de la Serbie, de l'Algérie, de la Tunisie et puis de l'Orient. Mais quelle est l'histoire de ce roman ? Vous le portez en vous depuis longtemps ? Eh bien, j'ai toujours voulu écrire un roman sur les violences faites aux femmes. C'est vrai que j'ai cherché longtemps parce que comment pouvoir parler de toutes les formes de violence en allant sur un seul personnage ou en allant sur un seul texte. Eh bien, un jour, pendant une dédicace de mon 2e roman, Mystery Joe, la mangeuse d'âme, un membre de notre grande association Tabital Poulakou International vient vers moi et me tend un papier où c'était écrit en langue peul les conseils d'un père à sa fille. Et je me suis dit, mais oui, tous ces conseils, on les connaît tous. À chaque fois qu'il y a un mariage chez nous, eh bien, la mariée, avant d'être amenée dans son foyer conjugal, doit dire au revoir à son père. Et c'est l'occasion donc pour qu'on lui donne les fameux conseils et évidemment qu'on le rappelle à toutes les femmes alentour. Ces conseils commencent toujours par un seul mot, mounial. Sois patiente. Mais quand on dit en Afrique à une femme reste patiente, ça veut dire tout simplement accepte tout, supporte tout, surtout sans te plaindre. Selon ce concept de Mounial, une femme devrait faire abnégation de son bonheur, devrait se sacrifier pour la famille, pour la dignité, pour les enfants, etc. Elle doit perpétuellement penser aux autres. Eh bien, finalement, pour moi, pour pouvoir parler des violences, le fil conducteur ne pouvait être que la patience. Vous donnez vie à des personnages de femmes écrasées par la condition de leur genre, ainsi que par le poids des traditions et de la religion. Qui, selon vous, contribue à maintenir cet engrenage ?
Eh bien, ça reste une question difficile parce qu'il y a évidemment le facteur socioculturel, il y a également la mauvaise interprétation des tests religieux, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en jeu dont on ne parle pas. La précarité, par exemple, elle-même causée par les changements climatiques, par Boko Haram, etc. Donc, la condition des femmes, évidemment, s'aggrave quand il y a des crises. N'oublions pas, par exemple, la Covid. On voit qu'avec la crise sanitaire, eh bien, la condition des femmes, ça s'est aggravé tout simplement. Donc, à chaque fois qu'il y a un bouleversement, eh bien, les premières victimes sont évidemment les femmes et les enfants. Comment votre ouvrage a-t-il été accueilli au Cameroun et en Afrique francophone? Est-ce qu'il a contribué à ouvrir ce débat? L'ouvrage a été très très bien accueilli, bien avant même qu'il soit publié en France sous le titre Les Impatientes, puisque voilà, c'est un roman qui a eu des prix déjà, comme je le disais, le premier prix du livre en Afrique, mais aussi le prix de l'Alliance des éditeurs indépendants, puisqu'il faut le rappeler, avant que le livre ne soit devenu Les Impatientes, il était déjà coédité dans plus de 10 pays dans la collection Terre solidaire de l'Alliance des éditeurs indépendants. Donc, mais après le Goncourt, c'est allé encore plus loin, puisqu'aujourd'hui, au Cameroun, Mounia, les larmes de la patience, cette version camerounaise des Impatientes est au programme scolaire pour toutes les classes de terminale. Donc, c'est dire que c'est un sujet de tabou dont on ne parlait pas. La condition des femmes et les violences faites aux femmes devient aujourd'hui une matière dont on parle à l'école. C'est vraiment important. Quelle est votre conception du rôle d'écrivain en Afrique? Faut-il aussi le voir comme une sorte d'agitateur social, un éveilleur des consciences? L'écrivain a toujours été un éveilleur de conscience. L'écrivain a toujours été le miroir de sa société. Et évidemment, en Afrique, ça se vérifie encore plus. La majorité de ces écrivains sont tous dans une littérature plutôt engagée. Il y a tellement de choses dont on a envie de dire. Et quand on est une femme, ça va encore plus loin que ça, puisque évidemment, on doit quand même pouvoir parler de tous ces sujets-là qui nous interpellent, qui nous touchent ou alors dont on a été victime. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Direction maintenant l'ouest du Cameroun, à la rencontre de femmes déterminées. Ces mères au foyer ont décidé de gagner leur autonomie financière à travers des formations et de nouvelles activités, à la clé en développement personnel et économique, qui a même donné à certaines d'entre elles la confiance de se lancer dans des mandats politiques. Aboubakar Sidik Mounchili, notre correspondant au Cameroun, s'est rendu sur place. Regardez. Les femmes ont vraiment pris le destin ramène dans le département de l'Oun à l'ouest du Cameroun. L'ambiance quotidienne ici au marché de Fumban en est l'une des illustrations parfaites. Plus nombreuses que les hommes, elles sont partout et mènent toutes sortes d'activités. Ce n'est pas bien qu'à nos jours-ci, les femmes restent encore bras croisés. Toute femme aujourd'hui doit chercher sa part d'argent, chercher l'argent, ne pas rester à la maison. Ça fait 13 ans aujourd'hui que je fais le marché, le commerce. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie et je suis fière. Une fierté, fruit de l'effort et de l'ingéniosité de ces femmes qui autrefois manquaient souvent quoi faire, faute de formation et d'opportunités. C'est d'ailleurs le sens du combat que mènent les pouvoirs publics et ce qui a mené le docteur Adamou Damjoya, alors maire de la commune de Fumban, dans le cadre du syndicat de communes du Noun, à mettre sur pied un processus d'encadrement et d'autonomisation des femmes dans la région et au-delà. Ce processus a été fait en partenariat avec l'école africaine d'éthique, qui est toujours une institution du docteur Adamou Damjoya. Et dedans, nous avons un programme, le programme Université Pouakoune, un programme qui de nos jours encadre, anime les femmes à monter des petits projets, à essayer de capitaliser leurs ressources et puis
à s'institutionnaliser, c'est-à-dire de femmes seules, elles se mettent en groupe, créent des associations. Ces associations, dans un processus, deviennent des GIC. Ces GIC deviennent des fédérations. Et ces fédérations ont créé alors ce qu'on appelait la Fédération des poids connus, qui existe à nos jours. Ces associations, réunir en fédération et bâtir autour de l'entraide et la solidarité, sont presque partout dans tout le département. Chacune d'elles compte pas moins d'une centaine de membres. Et l'association m'a rendu telle que vous me voyez là. Parce que chez moi, mes enfants vivent bien, je n'attends rien de personne. Moi, je vole de mes propres ailes. Moi, je fabrique du savon à base des produits naturels, produits de base. Parce que nous avons suivi cette formation-là. Et ça m'aide beaucoup. Véritable lieu d'encadrement des femmes entre les femmes et par les femmes, les résultats parlent d'eux-mêmes ici. Moi particulièrement, j'ai reçu beaucoup de formations. Formation de la femme au foyer, formation de la femme dans la société. Parce qu'en fait, au départ, j'étais ménagère, épouse payou. Et j'ai suivi des formations des femmes politiques. Et ça m'a permis d'être conseillère municipale pour 2 mandatures aux côtés du docteur Adamou Damdjoua à la commune de Fumban. Et je suis aujourd'hui, je suis passée de suppléante à députée honorable à l'Assemblée nationale grâce à ce rassemblement de femmes. Pas un pas sans les femmes. Dans la commune de Fumbot, par exemple, une autre localité de la région. On ne peut prendre aucune décision dans la commune de Fumbot sans associer les femmes. Et tout ce que nous préconisons, c'est avec les femmes que nous le faisons ensemble. Avec l'implication des femmes dans le processus de prise de décision et la formation de ces dernières à des différents métiers en vue de leur autonomisation, le maire et ses adjoints sont convaincus de faire un pari gagnant pour la réussite de leur mission et l'atteinte des objectifs de développement. Alors si on veut beaucoup gagner, il faut commencer par rendre ces femmes autonomes. Dans cette autonomisation de la femme, ça nous permet de rendre Fumbot compétitive avec les autres villes parce que nous avons plus de 55% de notre population ne sont que les femmes. Vous voyez, pour une commune de 41 conseillers, nous avons facilement 11 femmes qui sont des conseillers, mais pas n'importe quel conseiller, les femmes dynamiques dans le conseil. Et ces femmes, ces conseillers qui se rabattent maintenant dans les villages, dans tous les villages, pour essayer de tenir la main à leurs sœurs, pour qu'ensemble, qu'elles émergent avec la décentralisation qui est arrivée. Comme en Fumbot, en Fumban ou encore dans les autres communes de cette région du Cameroun, des partenaires privés qui dispensent des formations pointues sont très souvent sollicités pour accompagner cette volonté des élus locaux de donner les moyens aux femmes de faire conséquemment face à leurs défis actuels et futurs. Nous avons reçu 20 femmes qui nous ont été proposées par la mairie de Fumbot. Avec ces femmes, nous travaillons presque tous les jours de la semaine. Nous avons un programme de formation qui s'étale sur 3 filières. Nous avons une première filière qui est l'art culinaire. Dans l'art culinaire, nous avons la gastronomie et nous avons la transformation agroalimentaire. Celui-là, c'est un tronc commun. Donc, toutes les apprenantes, de les amener à avoir des connaissances et de pouvoir utiliser ces connaissances pour pouvoir être autonomes financièrement. Des initiatives qui contribuent à améliorer la situation de la femme au Cameroun ces dernières années, même si de nombreuses disparités restent perceptibles. La volonté politique, les efforts que mènent certaines femmes elles-mêmes, les initiatives comme celle du syndicat de communes du Nord vont être déterminants pour généraliser ce mouvement d'autonomisation féminine dans tout le pays. Nous retrouvons Djaïli Amadou Amal pour la seconde partie de son interview. Elle nous parle de son association et de sa conception du féminisme pour le progrès des femmes en Afrique. Écoutons-la. Djaïli Amadou Amal, vous êtes camerounaise et on sait que le pays est très affecté par des attaques de groupes islamistes armés. Est-ce que vous craignez que se développe un sentiment de peur et d'omerta qui serait néfaste à la cause des femmes? Eh bien, ça fait quand même quelques années déjà que nous avons Boko Haram. Chez nous, évidemment, cela a entraîné une survulnérabilité des femmes.
là, il ne faut pas le contester. Et quand il y a une crise, les femmes et les enfants sont les premières victimes. La conséquence, évidemment, c'est que dans les camps de réfugiés ou même alors comme déplacés internes, on a beaucoup plus de femmes et beaucoup plus d'enfants. Eh bien, bien sûr, comme tout Camerounais consciencieux, on se pose des questions et on se dit qu'on espère que voilà, ça n'ira pas plus loin que ça. Mais on a quand même aussi confiance quand même à notre armée qui a fait quand même pas mal de choses pour pouvoir le plus protéger le territoire. Et donc, pour ça, on est aussi reconnaissant. Il faut l'avouer qu'aujourd'hui, dans la ville de Maroua ou Garoua, à l'extrême nord du Cameroun, on ne se sent pas vraiment menacé ou autre. On se sent quand même relativement en sécurité et on a confiance quand même en notre armée qui essaye le plus possible de repousser les agresseurs. Vous avez déclaré que beaucoup de femmes veulent simplement obéir pour faire plaisir aux hommes. Est-ce l'une des raisons de la persistance de l'excision? Eh bien, l'excision, c'est une pratique qui est plutôt culturelle. Ce n'est ni une prescription religieuse, ni quoi que ce soit. Au Cameroun, cela concerne encore 500 filles environ. Quand on parle des traditions, c'est beaucoup plus difficile de convaincre totalement les uns et les autres d'abandonner cette pratique qui est évidemment néfaste pour les filles qui subissent. Je pense qu'il y a quand même des efforts qui sont faits au niveau de sensibilisation. Et puis, évidemment, ne l'oublions pas, c'est une pratique interdite par les lois. Mais je pense quand même que l'État reste un peu permissieuse parce que si on menace véritablement les personnes qui la pratiquent, eh bien peut-être que ça va disparaître. Mais comme autant l'excision que le mariage précoce et forcé ou le repassage de sang, eh bien il faudrait peut-être être un peu plus sévère envers les personnes qui pratiquent. Vous avez justement créé une association Femmes du Sahel. Quelle est sa mission? Eh bien, l'association Femmes du Sahel est une association que j'ai créée en 2012 et après la publication de mon premier roman Wallandais, l'art de partager un mari. Pour moi, il était important de pouvoir parler et au-delà de briser les tabous, de pouvoir mettre quelque chose sur le terrain pour apporter sa contribution, quelque chose de concret. Et donc, l'association Femmes du Sahel a deux volets, un volet éducation qui reste évidemment le volet le plus important, et puis un deuxième volet développement. Avec l'association, nous parrainons des enfants, nous donnons des fournitures scolaires aux plus défavorisés. Nous faisons également beaucoup de sensibilisation au niveau des écoles, les lycées et les collèges aux filles sur l'importance de l'éducation. L'éducation des filles comme vecteur de développement et comment se prémunir des violences, notamment le mariage précoce et forcé, qui reste évidemment pour moi la violence la plus grave. Et puis nous essayons aussi de mettre le plus possible des bibliothèques, surtout dans les zones rurales où généralement l'enfant ne lit pas parce qu'il n'a pas accès aux livres. Pour moi, il est très très important de pouvoir donner des livres aux enfants, surtout dans les villages isolés, parce que les livres permettent de voyager, mais également de se libérer et d'avoir des rêves. Pour moi, ça s'est passé de cette manière-là. Nous avons plusieurs autres activités autour de l'éducation, autour du développement. Eh bien, nous encourageons simplement les femmes à avoir des activités génératrices de revenus. Nous travaillons avec d'autres associations de femmes qui sont sur le terrain et nous essayons de leur apporter autant que possible notre aide. En tant qu'écrivain et grande observatrice de la société, comment voyez-vous l'impact sur le continent de mouvements bien différents, mais tout devenus de l'Occident, MeToo et Black Lives Matter? En voyez-vous déjà des effets? Eh bien, je pense que quand vous dites le mouvement féministe, en réalité, c'est des mouvements qui ont toujours existé partout dans le monde. C'est pas seulement, ça vient pas forcément de l'Occident. Peut-être c'est la manière de le dire ou de le montrer qui diffère d'un continent à un autre. Mais les femmes ont toujours mené des combats, ont toujours recherché l'égalité, ont toujours cherché à améliorer leurs conditions.
Et évidemment, même en Afrique où nous pouvons dire qu'il y a des mouvements féministes, nous ne sommes pas dans les mêmes revendications forcément, mais nous essayons pour le mieux de défendre nos droits en éradiquant surtout toutes les formes de violence. Et que sont ces différences entre le féminisme en Occident et le féminisme en Afrique? Eh bien, nous sommes, je veux dire, en Afrique encore sur le féminisme essentiel. Essentiel, c'est-à-dire les droits les plus simples, droit à l'éducation, droit à naître libre, à avoir les mêmes droits que les hommes, le droit de vote, l'essentiel. J'étais justement à un débat un jour dans une conférence en Europe où j'avais d'autres femmes venues d'ailleurs. Et l'une des femmes qui fait partie d'une association très, très féministe, les Femmes, on sait de quoi on parle, elle était en colère dans la revendication et racontait avec toute la gravité nécessaire comment ils se battent au niveau des lycées pour que les filles aient le droit d'aller à l'école sans soutien-gorge. Et on me pose la question toute simple, qu'est-ce que vous en pensez, Djaïli? Eh bien, moi, je n'en pense absolument rien. Moi, je suis en train de me battre pour le contraire, pour que les filles aient le droit de mettre un pagne au-dessus de leur uniforme, si ça leur permet de continuer leurs études, de convaincre les directeurs des écoles que les uniformes des filles puissent être plus longs si elles en ont envie, si c'est ça qui peut leur permettre d'aller à l'école. Vous voyez, c'est encore sur l'essentiel qu'on se bat. Djaïli Amadou Amal, merci beaucoup. Merci, ça a été un plaisir pour moi. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Djaïli Amadou Amal ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager et commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.